Europe 1. Il est 8h14 sur Europe 1. Bonjour Franck Riester. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le ministre chargé des relations avec le Parlement. Franck Riester, l'heure est grave. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui le gouvernement en conclave sur l'énergie. Conseil de défense restreint sur le gaz et l'électricité. Alors première question, pourquoi ce secret ? Pourquoi cette formule du Conseil de défense qui nous rappelle inévitablement la crise sanitaire et surtout suscite chez les oppositions ce sentiment d'être exclu de ce débat qui intéresse au premier chef tous les Français? Non, le débat, il est là, il existe dans l'opinion publique, il existera au Parlement, puisque vous savez que la Première ministre, en lien avec les chambres, a souhaité qu'il y ait un débat qui s'organise au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat sur cette question-là. Il y a eu un débat au moment de la discussion des textes, notamment projet de loi pouvoir d'achat et projet de loi de finances rectificatif en juillet à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et un des premiers textes qui sera débattu lors de la session ordinaire de l'automne, au mois d'octobre, sera un texte sur les énergies renouvelables au Sénat. Et donc, il y a un débat, il existe, oui, et bien évidemment... renouvelables, vous le dites. Non, mais sur les énergies en général. Oui. Ça sera un débat sur les énergies en général. Après, il y a des décisions à prendre pour faire face aux potentiels risques d'approvisionnement en énergie. Et là, vous comprenez bien, et les Français comprennent bien qu'il y a des dimensions de secret défense, notamment en ce qui concerne notamment les approvisionnements avec la Russie. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une guerre aux portes de l'Europe, il y a des tensions maximum, et donc il y a des éléments et des informations qui sont dans le cadre du secret défense, et donc c'est ces informations-là qui vont être évoquées dans le cadre du Conseil de défense, et nos compatriotes sentent bien qu'il peut y avoir un débat, il doit y avoir un débat, ce sont des données importantes, et le gouvernement a des gros comptes à rendre, bien évidemment. Il doit faire partager les décisions qu'il prend. Oui. Mais il y a des moments où nous devons pouvoir, entre ministres, avec les services compétents, le président de la République, la première ministre, prendre des décisions dans le cadre du secret défense. Mais il y a quand même ce contraste entre cette semaine, à l'issue du séminaire gouvernemental de rentrée, l'annonce de ces 60 politiques prioritaires, il y a des feuilles de route qui vont être publiées, ministère par ministère, on saura tout dans une transparence absolue. Et puis là, ce Conseil de défense sur le sujet de la rentrée, la question énergétique, on nous dit il y a des choses que les Français en fait n'ont pas à savoir. Alors je vous pose la question très directement. C'est pas du tout ce qu'on... Je dis pas ça. C'est perçu comme tel en tout cas. Non, pas forcément. C'est instrumentalisé par des oppositions qui essayent de faire feu de tout bois, comme Marine Le Pen qui essaye de nous faire croire qu'il n'y a pas eu de débat ou qu'il n'y a pas la volonté d'associer le Parlement à ces questions énergétiques, alors que je viens de vous rappeler tout ce qui était à l'ordre du jour du Parlement en matière énergétique. Il faut comprendre qu'il y a des décisions d'urgence à prendre pour faire face à l'urgence, qui est comment on arrive à s'assurer que notre pays n'aura pas de rupture d'approvisionnement en matière de gaz, par exemple, ou d'électricité. Et les décisions sur le temps long, c'est pour ça qu'on a eu un séminaire gouvernemental, c'est pour ça qu'il y a l'organisation du CNR, pour pouvoir prendre le temps avec toutes les parties prenantes, avec tous les acteurs de la société, de réfléchir sur le temps long et d'agir sur le temps long. Mais il y a deux, effectivement, séquences urgentes, séquence de l'immédiateté, et puis le temps long sur lequel on travaille en toute transparence avec tous les acteurs et les associants. Vous avez cité Marine Le Pen, elle vous reproche au gouvernement une dramatisation de la situation et puis une exclusion. Elle demande une session parlementaire extraordinaire, et je le précise parce qu'effectivement c'est souvent des mécanismes un peu méconnus. C'est la première fois là, en une vingtaine d'années que le gouvernement ne convoque pas de session extraordinaire au mois de septembre. Généralement la rentrée parlementaire elle se fait en octobre, mais depuis 20 ans c'est pris l'habitude de faire la rentrée. Pourquoi une exception cette année-là ? Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une grande demande des chambres, à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat, des présidents et présidentes de ces chambres, et aussi des groupes parlementaires. Tous les groupes parlementaires demandaient de ne pas organiser une session extraordinaire. Ça fait 20 ans qu'on le demande, mais là, qu'ils le demandent, mais particulièrement là, puisque Marine Le Pen avait demandé à ne pas avoir de session parlementaire en septembre. Bien sûr. Et pourquoi c'est bien logique ? C'est parce que nous avons eu un ordre du jour très dense au mois de juillet et au début août pour le projet de loi pouvoir d'achat et le projet de loi de finances rectificative. On est parti tard en vacances, il faut bien se reposer un peu. C'est pas une histoire de vacances, c'est une histoire qui a eu beaucoup de mobilisation des parlementaires, des députés et des sénateurs, et qu'il est nécessaire à la rentrée d'être aussi au contact du terrain. Un député et un sénateur, il y a un travail à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais il y a aussi un travail en circonscription ou dans les départements. Et donc, il était demandé depuis longtemps qu'il puisse y avoir ce temps-là à la rentrée pour aller au contact des Français, pour
s'organiser et de travailler. Et puis deuxièmement, travailler aussi à l'Assemblée nationale. Parce que la session ordinaire va commencer en octobre, c'est-à-dire la séance va commencer en octobre, les discussions dans l'hémicycle, et pour autant il y a tout un travail qui est fait en commission, qui est un travail important d'audition pour bien ensuite voter le texte en séance. Et les parlementaires demandaient depuis longtemps au gouvernement de s'assurer qu'il y ait bien un temps suffisant entre le moment où on présente le texte, nous le gouvernement, et le moment où il est voté dans l'hémicycle. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de session extraordinaire où tout de suite on va voter un texte sans que les parlementaires aient eu le temps de faire le travail de fond nécessaire pour bien voter. C'est pour ça qu'il n'y a pas de session extraordinaire. Et pour autant, je le redis, et je le redis à Madame Le Pen, qui souhaitait comme tous qu'il n'y ait pas de session extraordinaire, et qui souhaite, on peut le comprendre, un débat sur l'énergie. Eh bien, le débat sur l'énergie, il existe déjà. Il est programmé à l'automne, à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est un peu tard, quand même, peut-être. Non, c'est pas tard. Il y a eu des débats lors des discussions au mois de juillet, puisque, encore une fois, il y avait des dispositions, par exemple, sur les... Enfin, je veux dire, l'exécutif en fait le thème clé de la rentrée, avec des messages quand même assez alarmistes, avec l'annonce de rationnement, la possibilité de délestage tournant. Quand même. Enfin, voilà, il y a ce contexte aussi de rentrée très anxiogène de la part des Français. Il est normal que les parlementaires et les oppositions disent « et nous, on a des choses à dire ». Eh bien, écoutez, qu'ils ont des choses à dire, qu'ils viennent le dire, par exemple, dans le CNR, il y a une réunion le 8 septembre, auquel ils ont été invités, qu'ils ne viennent pas. Alors justement, vous parlez de ce Conseil national de la refondation. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'il y a ce sentiment partagé par beaucoup d'une sorte de néo-parlement qui viendrait contourner les assemblées, le CESE. Vous voyez que les 4 partis de gauche, LR, le président du Sénat, Gérard Larcher, la CGT refuse d'y aller. C'est mal parti quand même là. Non, c'est pas mal parti et la porte est évidemment toujours ouverte à toutes celles et ceux qui pour l'instant nous ont dit qu'ils ne voulaient pas y participer. Parce que l'idée c'est quoi? Ça fait des années qu'on dit il n'y a pas suffisamment de démocratie, il n'y a pas suffisamment de participation, on n'écoute pas suffisamment les parties prenantes, les acteurs de la société, les corps intermédiaires. Eh bien, le président de la République en a pris acte et a annoncé d'une façon très claire dès sa campagne électorale qu'il voulait organiser des dispositifs de discussion, de concertation, de partage de constats, d'écoute. Vous admettez que le CNR, ça n'était pas dans son programme avant l'élection présidentielle. Tant au niveau national, non, il a depuis le départ dit dans sa campagne qu'il voulait changer de méthode. Son slogan de campagne, c'est « avec vous ». Donc il en tire les conséquences et il propose une instance tant nationale que locale qui va permettre d'aborder tous les sujets en évidemment hiérarchisant et en priorisant certains sujets, et en associant les parties prenantes, en associant les associations, en associant les associations d'élus, en associant les syndicats, en associant les forces politiques pour parler de ces sujets-là devant les Français en prenant le temps de l'écoute, de la concertation et de essayer ensemble, au-delà des clivages partisans, au-delà des clans, au-delà de ce qu'on est dans sa propre responsabilité, de pouvoir partager des constats et travailler ensemble, sans remettre en question évidemment les prérogatives de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sans remettre en cause les prérogatives des syndicats, mais simplement travailler ensemble au service de nos compatriotes pour faire face à des défis considérables et à relever tout ce que nous devons relever ensemble, nous Français. Alors je vous entends Franck Riester, mais en même temps, si je puis me permettre, Bruno Le Maire, il y a 2 jours de cela dans les Échos, on lui demande avec qui on peut travailler, il dresse quand même toujours ce fameux périmètre républicain, excluant des forces politiques avec lesquelles on peut travailler, la France Insoumise, le Rassemblement National. Je lis ce matin dans les colonnes du Parisien à propos du lancement officiel de Renaissance, le parti qui va succéder à La République En Marche, dans lequel vous aurez des fonctions, vous serez le secrétaire général aux élections. Le lancement aura lieu les 16 et 17 septembre et ça va se dérouler au Palais Bourbon, au Carrousel du Louvre, pardonnez-moi. Et Stéphane Séjourné, à cette précision, il dit c'est là où Emmanuel Macron, rappelez-vous, a célébré sa victoire en 2017, là aussi que la République a résisté contre la Ligue d'extrême droite qui voulait assiéger le Palais Bourbon en 1934. Alors je vous pose la question, la République elle est en danger là, actuellement? Vous considérez que le Rassemblement National et les filles sont des menaces pour la République? Écoutez, moi ce que je constate, c'est que... Parce que vous dites d'un côté on travaille avec tout le monde et puis de l'autre on lit ça. Je constate, on est à respecter les électeurs qui ont fait des choix aux élections législatives par exemple, et donc en tant que ministre en charge des relations avec le Parlement, effectivement on a des moments d'échange, on a à respecter le vote des électeurs.
Pour autant, on ne peut que constater que dans les propos d'un certain nombre de responsables politiques, à commencer par France Insoumise et le Rassemblement national, il y a manifestement l'incapacité de travailler d'une façon concrète et constructive avec nous. Regardez la France Insoumise qui veut le désordre à l'Assemblée nationale et dans la rue. Regardez les discours de haine qu'a parfois M. Mélenchon quand il dit que les chefs d'entreprise sont des parasites. Vous savez qu'il a dit ça dans sa campagne électorale. Comment voulez-vous que nous puissions travailler avec des partis politiques qui ont une vision de la société telle que celle de M. Mélenchon, ou qui ont une vision de la démocratie comme Mme Panot qui veut le désordre et le chaos? Eh bien nous ne voulons ni le désordre ni le chaos. Nous voulons travailler avec tous les Français et avec toutes les forces politiques qui partagent des convictions républicaines communes au service de l'intérêt de nos compatriotes et du pays. Il y a cette polémique également, Franck Riester, dans un autre registre, autour de la possibilité ou non de créer une taxe sur les super profits. C'est quoi un super profit, Franck Riester? Ben c'est ce qui est justement très difficile à définir, et c'est pour ça que cette idée est une mauvaise idée, et qu'il n'est pas dans notre stratégie économique et sociale de taxer davantage nos compatriotes. On est un des pays qui taxe le plus nos compatriotes. Donc on veut continuer ce qui a été commencé très fortement au premier quinquennat, c'est la baisse de la pression fiscale de nos compatriotes. Donc j'insiste, pas de taxe sur les super profits. Pour autant, on est dans un moment où nos compatriotes souffrent de l'inflation. Je rappelle malgré tout que l'inflation en France est une des plus faibles de l'Europe et de la zone euro, et même des pays occidentaux. On est aujourd'hui autour de 6 points d'inflation, quand les Allemands sont à 8,5, quand les Royaumes-Unis est à 10, quand un certain nombre d'autres pays sont à plus de 10. Mais pour autant, il y a des souffrances, il y a des difficultés de pouvoir d'achat. D'où le texte pouvoir d'achat au printemps, oui. Et d'où la nécessité que tout le monde essaye de trouver des solutions pour accompagner nos compatriotes. On l'a fait, nous, le gouvernement, en lien avec le Parlement. Il faut que les entreprises le fassent, il faut que les collectivités le fassent, et les entreprises qui le peuvent, doivent à la fois pouvoir mener prendre des dispositions pour leurs clients, pour les Français directement, mais aussi pour leurs salariés, en augmentant les salaires, par exemple. Vous avez vu ce sondage Elab dans les Échos ce matin, 86% des personnes interrogées sont inquiètes ou très inquiètes de la situation économique du pays, et vous en avez 90% qui ne sont pas convaincus par l'action gouvernementale en faveur du pouvoir d'achat. Comment vous expliquez cette unanimité quasiment contre l'action gouvernementale, ce sentiment que ça ne sert à rien? Alors d'abord, toutes les mesures n'ont pas encore perçues par nos compatriotes, puisqu'un certain nombre de mesures entrent en vigueur à partir du 1er septembre. Je rappelle par exemple les 30 centimes de réduction du prix du carburant, du litre de carburant. J'ai une question pour vous à ce sujet. Et donc vous voyez que les gens et les Français voient la différence, et aujourd'hui s'aperçoivent que c'est efficace. Mais il y a toute une série de revalorisations sur les retraites, sur le SMIC, sur les prestations sociales, la baisse par exemple des cotisations pour les indépendants. Donc vous leur dites attendez, ça va venir. Non, on leur dit regardez ce que sont toutes ces baisses. Regardez vos fiches de paye. Regardez les aides que nous menons et que nous mettons en place pour vous accompagner. Alors évidemment, sur la facture d'électricité ou de gaz, il n'y a pas d'augmentation, donc on se dit, il n'y a pas de baisse, donc on se dit, il n'y a rien n'est fait. Et pourtant, si on n'avait pas fait le plafond sur le prix du gaz et l'électricité, on aurait eu des augmentations de plus de 50% de la facture d'électricité et de gaz pour nos compatriotes. Le Royaume-Uni, en 2022, les Britanniques ont des augmentations de plus de 80% de leur facture d'énergie. Et donc, il y a eu une action massive pour soutenir le pouvoir d'achat, pour bloquer par exemple le prix de l'énergie, et pour donc limiter l'impact sur nos compatriotes. Et nous allons continuer de communiquer sur tout ce qui est fait, et tout ce qui a été voté dans le projet de loi pouvoir d'achat et projet de loi de finances rectificative à l'été, plus de 20 milliards d'euros pour nos compatriotes. Mais quand même, c'est cette aide carburant qui est passée à 30 centimes par litre hier. C'est apprécié, ça c'est incontestable, mais seulement elle va retomber à 10 centimes le 1er novembre. Et pardonnez-moi, mais je cherche quand même la logique économique. Entre d'un côté le message qui est envoyé où l'on nous dit sobriété renforcée, ça veut dire sans doute prenez moins la voiture, et de l'autre, ce soutien, cette abolition du signal prix. On dit aux gens finalement, continuez à prendre la voiture comme avant. Non, mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture. Et ça, j'ai l'impression que parfois, je dis pas vous, Dimitri Pavlenko, mais beaucoup de gens oublient que des gens sont contraints de prendre leur voiture parce qu'ils habitent dans des zones où ils sont obligés d'aller en voiture pour
travailler, pour emmener leurs enfants à l'école et donc ou faire leurs courses. Et donc ces gens-là, on veut les aider. Premièrement. Et puis deuxièmement, il y avait une augmentation assez massive du prix du carburant et c'est donc une façon d'accompagner nos compatriotes face à cette inflation. Pour autant, bien évidemment, il faut réfléchir à des dispositifs pour l'avenir qui ciblent peut-être mieux celles et ceux qui en ont le plus besoin et qui continuent d'être incitatifs pour accompagner la transition énergétique et écologique dont notre pays a tant besoin et sur lesquels nous sommes absolument mobilisés, la Première ministre en tout premier lieu. Merci Franck Riester. Merci à vous. D'être venu répondre aux questions d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci à vous.